Voilà, je vais avoir maintenant le plaisir d'accueillir un de nos partenaires stratégiques, donc l'Observatoire des achats responsables. Donc on devait avoir Monsieur Pelouzet, qui est le président de l'Obsar, mais dont l'agenda de délégué interministériel est donc lié à celui de Monsieur Montebourg, qui a décidé de faire autre chose ce matin. Mais ne vous inquiétez pas, on a donc le vice-président de l'Obsar, Gérard Bruno, qui lui-même était délégué interministériel aux achats responsables pour l'État, et que je vous demande donc d'applaudir pour parler de la contribution à la performance économique de l'entreprise par les achats responsables. Gérard, c'est à toi. Merci Bruno, bonjour à toutes et à tous. Partenaires stratégiques comme nos amis du CJD qu'on a entendu tout à l'heure, ou comme nos amis de l'IFEC, les experts comptables. Normalement, je devrais vous présenter l'Obsar, mais j'ai vu que notre délégué général qui est ici présent, Alain Châtenay, a fait le nécessaire pour vous informer, puisque vous avez une petite plaquette qui vous a été remise à l'accueil. Ceux qui ne l'ont pas pourront la réclamer et la consulter. Alors, qu'est-ce que l'Obsar, très rapidement? L'Obsar, c'est une association, c'est même un think tank, comme on dit maintenant, privé et public, qui a pour vocation et pour objet de promouvoir et d'analyser l'avancée des pratiques et des politiques d'achat responsable, je devrais dire d'ailleurs des politiques d'abord et des pratiques mises en œuvre d'achat responsable dans l'ensemble de la sphère économique. Nous sommes aujourd'hui environ 90-95 adhérents. La barre des 100 va être passée cette année, du moins je croise les doigts, et je suppute que ça sera réalisé au printemps. Nous avons un certain nombre déjà d'actions à notre actif, dont je parlerai au fur et à mesure de mon propos, puisque en fait, achat responsable rime avec performance économique. Ça vous a déjà été expliqué ce matin, l'exemple de l'HM, etc. Et je crois pouvoir dire que nous sommes bien partis pour en faire l'approbation constante au fur et à mesure du développement de ces politiques d'achat. Alors, j'ai commencé par une affirmation, je cite, « En améliorant la confiance du marché dans son entreprise, la RSE est de nature à améliorer sa compétitivité. » Vous entendez le mot, c'est un mot qui a fait florès récemment. C'est une citation extrait d'un article écrit par la Direction générale Entreprises et Industrie de la Commission européenne. Cette Commission européenne a fait un rapport en 2008 sur la compétitivité justement en Europe. Là aussi, je vais citer. La RSE a un impact positif sur 6 déterminants, 2 x 3, de la compétitivité. La structuration des coûts, les relations humaines, les relations clients, la capacité d'innovation, la gestion des risques et de l'image, la performance financière. Vous avez sans doute pu noter au passage qu'au moins 5 de ces 6 déterminants concernent les achats. Mais tout cela, ça reste du discours. L'intérêt, c'est de passer à l'acte, de mettre en pratique. Alors, quelle réalité? Je vais me borner à 2 exemples. Premier exemple, sur l'insertion. Deuxième exemple, l'impact sur les fournisseurs. Acheter responsable n'est pas plus cher. Parfois moins, M. Clarence l'a dit ce matin. C'est juste, c'est même plus juste et plus intelligent comme pratique. On entend ici et là les a priori, acheter une entreprise adaptée, un ESAT, mettre des clauses d'insertion, tout ça, ça va rendre l'achat plus cher, il y a des risques sur la qualité, il y a des dépassements de délai à attendre, etc. Tout cela est faux. L'expérience le prouve, et en plus, on tombe la plupart du temps sur la motivation des entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire, qui est probablement plus importante que la motivation dans les entreprises dites ordinaires. Simplement, l'acheteur doit y consacrer un peu plus de préparation, un peu plus d'accompagnement sans doute, c'est-à-dire une implication professionnelle plus forte au départ. Mais à la sortie, quelle performance? Performance qualitative. Je prends un exemple tout bête que Pierre Pelouzet
avec son ancienne casquette de directeur des achats de la SNCF, aurait dit, les rampes d'éclairage des TGV, ben, elles sont réparées, entretenues, dans un établissement d'aide par le travail, dans l'Est de la France. Donc c'est les personnels handicapés qui travaillent là-dessus. J'imagine que la SNCF a fait une petite analyse de ses risques et de ses performances et constate la qualité du travail rendu. Et puis, quand on parle d'insertion, il faut aussi regarder l'impact économique global. Il y a quelque chose comme 4,6 millions de chômeurs en France, tout compris. Je pense que les chiffres de l'enquête emploi d'INSEE ont été publiés hier soir. L'impact, c'est que pour 1 euro dépensé en insertion, il y a un retour économique positif de 2 euros minimum. Ça dépend des calculs. 2 euros avec, pourquoi? Parce que moins de prestations sociales dépensées et plus de cotisations sociales ou d'impôts recouvrés. Deuxième exemple, l'impact sur les fournisseurs. Les délais de paiement, par exemple, c'est un des sujets majeurs des plaintes à la médiation des entreprises industrielles, dorénavant pilotées par mon ami Pierre. On est là dans les dégâts de l'économie, de l'incompréhension en quelque sorte en matière économique. Un acheteur de grands groupes, pour prendre un exemple, va gérer des contrats de plusieurs dizaines de millions d'euros. Face à lui, un patron de PME voit parfois des factures impayées pour cause de livraison incomplète de quelques dizaines de pièces sur des milliers de pièces commandées par le grand groupe, mais avec un blocage complet du paiement de la facture. Grosso modo, quelques milliers d'euros, quelques dizaines de milliers d'euros d'impayés. Plusieurs problèmes de ce genre, et c'est la cessation de paiement assurée pour la PME en cause. C'est donc la disparition du tissu industriel. Le risque en la matière, économiquement, est énorme. C'est aussi le déséquilibre d'une relation, c'est-à-dire le contraire de l'achat responsable. Acheter responsable, c'est avoir conscience de l'impact de son achat. L'impact au sens de ISO 26000, bien entendu. C'est justement cet apport majeur d'ISO 26000 et de sa déclinaison qui a été pilotée par l'OPSAR à l'AFNOR pour réaliser une norme achat responsable, je la cite, NFX 50135, vous le notez, qui est en fait une mesure de l'impact de l'achat sur les parties prenantes. En fait, tout se joue avant l'acte d'achat. C'est la détermination du besoin qui pilote et qui intègre les objectifs de développement durable et l'impact sur l'écosystème de l'entreprise qui va acheter. Les axes de travail de l'OPSAR, en lien avec la modernisation et la professionnalisation de l'achat, tant dans le privé que dans le public, ou le contraire, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont là. 4 axes de travail. L'estimation du coût global, la création de valeur liée à l'achat, les critères de choix de ce qu'on appelle le mieux-disant, c'est-à-dire l'offre économiquement la plus avantageuse, pour parler comme les directives européennes, et les indicateurs de performance de la RSE et des achats responsables. C'est en fait, comme diraient des amis du CJD, et ils ont raison, la recherche de la performance économique globale qui est en cause, au-delà du simple prix du produit ou du service qui est acheté. La question est de savoir si on cherche un résultat financier immédiat ou un résultat économique dans la durée. Autrement dit, on pourrait appliquer partout le fameux exemple que vous connaissez tous sur les ampoules d'éclairage basse tension. Plus chères, plus longues, en utilisation, moins consommatrices, etc. Et faire ce calcul. Alors ce calcul, je vous propose de le faire à travers 4 questions. Première, vaut-il mieux réduire les coûts, une action de court terme, ou intégrer de la valeur par la RSE, par la qualité, par l'innovation, qui est un impact de long terme. Le fameux débat, les économistes appellent ça, parce qu'ils sont tous anglophones, pas comme moi, la différence entre le cost out et le value in. Hein, c'est très beau, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Le long terme et la création de valeur. Deuxième exemple, deuxième question, comment calculer un vrai coût si on ne prend pas en compte
le cycle de vie du produit ou du service, y compris d'ailleurs le recyclage à la fin, ou la fin de vie, la destruction. Cela implique d'utiliser des outils, l'analyse du cycle de vie, la CV, mais aussi la prise en compte des externalités, y compris des externalités négatives. Je prends l'exemple des véhicules. On a une directive européenne, c'est d'ailleurs la seule, qui intègre une valorisation en euros des pollutions, c'est-à-dire des émissions de CO2 ou de gaz à effet de serre par les véhicules. Eh bien, cette valorisation permet d'acheter plus cher les véhicules les plus polluants. Intelligent, non? C'est dans le secteur public, une obligation, dorénavant. Et puis, on a aussi le contraire. On a le contraire avec, par exemple, des engrais chimiques azotés. Alors, je ne sais pas si Romain Ferrari est arrivé, parce qu'on l'attendait, et je lui pique, ok, je lui pique son exemple, désolé. Il y en a d'autres, hein, je suis tranquille. On achète des engrais chimiques azotés, d'ailleurs, entre parenthèses, ils sont sur une TVA diminuée, vous allez voir la contradiction. Grosso modo, les chiffres, 3 000 € la tonne, et ça génère par contre des traitements de dépollution des nappes phréatiques faramineux, 100 000 € pour la même tonne d'engrais utilisés. Et vous pensez qu'avec le taux de réduit de TVA, on incite à acheter ça. Les contradictions politiques et puis le lobby des industries chimiques sont passés par là. Les politiques, je rappelle quand même que, selon une parole célèbre de Winston Churchill, on est un homme politique quand on pense à la prochaine élection, on est un homme d'État quand on pense à la prochaine génération. Développement durable. Et puis après, troisième question, pourquoi tout acheter? L'exemple des photocopieuses et des serveurs d'impression dans nos bureaux nous a fait comprendre l'intérêt de l'économie de fonctionnalité. Alors au lieu d'acheter du matériel, pourquoi n'achetons pas des services liés à l'utilisation intelligente de ce matériel? Je donnerai un autre exemple. Air France n'achète plus de pneus pour ses avions. Il y en a des pneus dans les avions pourtant qui se renouvellent fréquemment. En fait, Michelin et Air France ont passé un contrat sur un nombre d'atterrissages garanti. Du coup, ils font tous les deux des économies. Économie de fonctionnalité. Et puis la dernière question, comment faire la preuve de tout cela? Alors j'ai deux réponses. La première, nous la partageons. On est là pour ça, pour soutenir une démarche de labellisation avec un aspect probatoire important. Et puis la deuxième, alors, développer la labellisation est un des axes de travail. Puis la deuxième réponse, les reportings, les indicateurs, doivent être construits avec honnêteté et transparence, mais aussi avec exhaustivité. D'autres que moi, Alan Fustek par exemple, ou Romain, comme je disais tout à l'heure, parleront beaucoup mieux du capital immatériel et de l'insuffisance quasi malhonnête des IFRS, les normes comptables internationales. Il fait qu'on parlerait beaucoup mieux que moi. Moi, je voudrais simplement que les acheteurs n'hésitent pas à interpeller leur direction financière. Interpeller les DAF sur la notion d'avantage concurrentiel généré par la RSE. Quand je parle d'avantage concurrentiel, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Laurence Parisot du MEDEF. Et puis interpeller les DAF aussi sur la mesure, la maîtrise des risques clients et fournisseurs. Les deux choses, je vais citer encore pour finir, les deux choses les plus importantes pour l'entreprise n'apparaissent pas à son bilan. Sa réputation et ses hommes. C'est signé Henry Ford. Il ne connaissait pas la RSE, mais il était sans doute responsable, et peut-être est-ce une transition avec les interventions suivantes. Merci. Merci beaucoup Gérard. Alors on a à nouveau 2 micros sans fil pour prendre des questions dans la salle. Profitez, vous avez là un expert, il dit des choses fort intéressantes et argumentées. Donc les premières questions sur achat responsable, RSE, rentabilité. Non. Après les autres, ce sera beaucoup plus riche. Oui, on peut mutualiser. Ah, on peut mutualiser les questions. Alors on peut prendre plusieurs questions et répondre en même temps. À la fin des interventions. Ah, à la fin de plusieurs interventions. Ça va en générer d'autres. D'accord, très bien. Ah, une question devant. Vas-y.
Pour promouvoir une politique d'achat responsable, n'y a-t-il pas aussi à se repencher sur les indicateurs de performance qu'on demande aux acheteurs, où bien souvent tous ces indicateurs sont orientés vers des circuits courts, vers des économies à court terme. Je suis parvenu à refaire mon fournisseur de telle marge, mais par contre à long terme on oublie tout ce qui est coût de formation, tout ce qui est changement de personnel, tout ce qui va avec, et finalement on n'a pas un coût global de l'achat, mais on a simplement un coût vu de l'acheteur. Oui. Ce qui n'a pas changé ces indicateurs. Bien entendu, c'est ce que certains appelleraient changer de paradigme, de point de vue tout simplement, pour deux raisons. D'abord, je le glissais un tout petit peu sur l'économie du matériel, mais un des éléments les plus importants, c'est la formation du personnel. Formation du personnel qui monte en qualité les interventions d'entreprise et qui n'est absolument pas repérée dans ses résultats ou dans son bilan. Ça, c'est un premier problème, un premier constat qui me paraît d'évidence. Deuxième élément, vous le citez à juste titre, bon, je ne pouvais pas tout dire dans le temps imparti, mais il est évident que dans la professionnalisation des acheteurs dont je parlais tout à l'heure, il y a évidemment la sanction de cette professionnalisation. Et si on implique des indicateurs de résultats, si on prime les acheteurs sur un résultat qui n'est que financier, on aura des résultats que à court terme, que financiers, c'est clair. Si les DAF, et c'est pour ça, et les patrons d'entreprise acceptent de considérer qu'il faut monter d'un cran et prendre la totalité de la création de valeur et pas simplement le coût d'achat au sens strict du prix, eh bien évidemment, on fera des économies intelligentes. Là, j'ai pas peur de le dire, c'est un terme qu'on n'a pas breveté, mais je pense qu'il existe. On fera des économies intelligentes, ou de l'économie intelligente, et effectivement, on incitera, et ce sera un cercle vertueux, on incitera effectivement de plus en plus les achats qui sont stratégiques pour n'importe quelle organisation, soit entreprise ou secteur public, dans les achats, à devenir effectivement eux-mêmes des vecteurs de développement durable et de responsabilité sociétale. C'est clair que moi j'avais fait une proposition lorsque j'étais chargé de mission interministérielle qui s'est fait laminer en 10 secondes, c'était effectivement inclure un indicateur dans les primes des secrétaires généraux des ministères sur la mise en place des clauses d'insertion et des clauses environnementales qui était une règle, puisque c'est la réglementation de l'État, il y a une circulaire là-dessus. Bon, ça n'a pas duré 3 secondes à Matignon en réunion interministérielle. Bon, voilà, quoi. J'ai au moins fait la tentative. Si quelqu'un veut reprendre le flambeau, allez-y, j'aiderai. Alors, Pierre Pellouzet est à Matignon ce matin, c'est à cause de ça. D'accord. Bon, il reprend peut-être le flambeau. On va prendre encore, Gérard, si tu es d'accord, 2 questions, puisqu'on a un petit peu de retard. Donc, il y avait monsieur là-bas, et monsieur au fond en suivant. Oui, bonjour. Votre discours est très séduisant, mais j'ai déjà entendu ce discours en début des années 90 dans les entreprises agroalimentaires qui avaient des partenariats avec la distribution. Et ils pensaient qu'en allant vers la normalisation ISO 9001 ou 9002, ils auraient des avantages concurrentiels, qu'ils pourraient maintenir un certain niveau de prix et ils auraient diminué la pression liée aux audits des distributeurs. Or, en fait, il n'en a rien été. La distribution a continué de siphonner la marge ou la valeur produite par l'ensemble de la filière. Ne pensez-vous pas que cette démarche va se réitérer avec la RSE? Je dirais non, à partir du moment où on intègre la distribution elle-même dans le circuit de décision et dans le circuit de travail commun de l'ensemble des parties prenantes des filières économiques. Moi, je suis pour le travail filière par filière, c'est bien évidemment, c'est au plus concret et il y a des métiers qui ne ressemblent pas aux autres. Mais effectivement, si on a une filière production-distribution vers la clientèle, et c'est là le problème, de tous ces circuits, effectivement, on a à se poser les questions de la vraie création de valeur. Et de la pérennité de cette création de valeur. Moi je pense effectivement, et d'ailleurs on a quelques contacts avec des distributeurs, il ne m'appartient pas de les citer ici, mais des grandes chaînes de distribution sur lesquelles ils se posent vraiment des questions par rapport à leur travail. Et par rapport à leur travail,
à mains égards, puisqu'il n'y a pas simplement sur la valorisation financière de ce qu'ils font, mais aussi sur la valorisation territoriale. Où est-ce qu'ils doivent se positionner? Les magasins de centre-ville versus magasins éloignés. Il y a sur les circuits plus ou moins longs ou courts d'approvisionnement, sur le fait d'avoir des coûts de plus en plus importants de logistique et de transport qui commencent à les perturber quelque peu. Enfin, il y a un certain nombre de questions qui sont posées et sur lesquelles on ne peut répondre que si on prend tous les bouts de la chaîne. Donc pas opposer producteurs et distributeurs, mais au contraire les mettre ensemble et discuter d'un vrai sujet qui est l'approvisionnement. Très bien. La dernière question au fond. Oui, à vous entendre, je me posais la question, est-ce que une logique d'achat responsable, je suis tout au fond en face, est-ce qu'en poussant le raisonnement au bout, les grands groupes ne vont pas être, s'ils sont responsables, amenés à réintégrer un certain nombre d'opérations qui étaient sous-traitées, parce que la sous-traitance était clairement faite pour diminuer les coûts, les seuls coûts à court terme. Réintégrer la sous-traitance ou réintégrer ou la travailler autrement, c'est-à-dire que renationaliser, diraient certains, peut-être même Montebourg, dans un circuit plus court de création de valeur. Why not? En tout cas, ce sont des questions qui sont posées, vous avez raison, je n'ai pas forcément les réponses moi, mais la question elle mérite d'être posée, elle l'est chez un certain nombre de distributeurs, comme vous le citez, mais aussi d'autres. Moi, je connais des entreprises de distribution qui ne sont pas de produits alimentaires, mais par exemple d'outillage, qui ont fait ce travail et qui ont d'ailleurs viré de leur liste de fournisseurs un certain nombre de sociétés, y compris françaises, qui délocalisaient leur production dans des pays de l'Est asiatique, qui commence par C, qui finit par E, c'est assez court comme nom. Donc, ils ont essayé de vivre avec ça, ils ont vécu avec ça, puisqu'ils ont trouvé d'autres fournisseurs, et puis tout d'un coup, d'ailleurs le patron de la boîte auquel je fais référence et qui avait délocalisé, il est maintenant patron de Schneider Electric. On en parlait récemment avec lui, il n'avait pas connaissance de cet épisode. Donc il a appris que d'aucuns ne faisaient pas de RSO après lui. Ça n'a pas été longtemps d'ailleurs. Bon, je ferme cette parenthèse. Tout d'un coup, le fournisseur s'est aperçu que finalement, ses coûts d'approvisionnement, de logistique, de transport, etc., devenaient un peu lourds, que finalement il avait du mal à faire croire que la qualité de ce qu'il proposait à la vente était aussi bonne que ce qui avait été fabriqué en France, et de fait il avait raison de ne pas y croire parce que c'était vraiment pas le cas. Donc du coup il a relocalisé en France un certain nombre de productions. Et bien le fournisseur en question, qui est une petite PME de Rhône-Alpes, qui est pourtant un fournisseur connu d'outillage industriel, donc a repris, a re-référencé ce fournisseur, et du coup tous les deux ont retrouvé de la valeur. Voilà. Il y a des histoires comme ça qui sont connues dans le milieu et qui montrent que les bonnes démarches peuvent être exemplaires et fondamentalement performantes au plan économique. Merci pour cette superbe conclusion, Gérard. Merci beaucoup. C'est ta voix. Alors, très bien, je vais le faire a cappella. Donc, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à voir l'équipe de l'Obsar qui se tient à votre disposition. Et bien sûr, si le sujet vous intéresse, on ne peut que vous encourager à aller même plus loin et à rejoindre l'Obsar, qui est en recherche permanente de membres, de contributeurs. Ça fait partie des acteurs qu'on aime bien parce que ce sont vraiment aussi des gens motivés comme chez Lucie. Comme au CJD, comme Anifec, donc tous nos partenaires stratégiques qui contribuent concrètement à faire changer les choses. Et voilà, il faut les aider, il faut être motivé. Et le message d'Alain de l'année dernière est encore valable. On a besoin de vous pour faire avancer le sujet. Je propose maintenant de voir un film.